Au fait, cela relève de la politique générale du pays, en matière de l'environnement, en matière du tourisme. Le Kenya dont vous parlez, en tout cas, n'a pas autant de potentialité que la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au Kenya, on parle juste du parc national de Nairobi. Seulement. Juste, c'est dans la ville. C'est d'ailleurs grâce au parc national de Nairobi que Mobutu a été inspiré de créer le parc de la Sélé, qu'on appelait le parc présidentiel, le parc national Mobutu. Vous voyez, bon, parce que quand vous arrivez à Nairobi, en atterrissant, vous voyez déjà le parc. Vous voyez, c'est plus facile, c'est accessible quand le touriste arrive, il peut facilement accéder au parc. Mais chez nous, nous avons beaucoup de parcs avec beaucoup de potentialités. Tenez, nous avons 8 parcs nationaux. 8 parcs nationaux, dont nous avons 5 parcs qui sont enregistrés dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Virunga aussi. D'abord par le Virunga. Le Virunga, c'est le fleuron du parc de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est le premier parc d'Afrique créé en 1925 par Léopold II. Donc, c'est le premier parc d'Afrique qui a une dimension de 8000 km², donc 790 000 hectares. Mais c'est certaines villes, déjà. C'est la dimension, la superficie de certaines villes. Justement, le Congo est grand. Le Congo ne pouvait qu'avoir autant de parcs. Et puis, en plus, la République démocratique du Congo a aujourd'hui 11%, a consacré 11% de son territoire dans le réseau des aires protégées. Donc, on a consacré 11%. Et d'après les engagements que la République démocratique du Congo a pris au protocole de Nagoya au Japon, nous devons consacrer 17% de notre territoire à la conservation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme nous sommes à 11%, nous devons encore créer davantage d'autres parcs, c'est-à-dire nous avons encore 6% à créer pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un nouveau parc en gestation de création, le parc Lomami, qui est entre la province orientale et la province du Maniema. Alors, Dieudonné, je vais vous garder. On va continuer de parler de l'environnement, du tourisme, c'est quand même important. C'est écœurant de voir qu'au Rwanda, pour voir une gorille, pour voir un singe, il faut payer $700 pour le voir. Mais chez nous, non seulement qu'on ne paye pas, mais on les prend même, on les tue. Oui, au Rwanda, ça coûte beaucoup plus cher. Je vous ai dit, il faut la politique nationale. Imaginez-vous, quand vous venez chez nous, en République démocratique du Congo, à l'aéroport, vous sortez votre appareil photo. Pour prendre une photo souvenir, on vous arrête. On vous arrête. Ça va à l'encontre du tourisme. Vous voyez, on voit un blanc en train de passer, on l'arrête, on le fouille. Et même pour sortir de l'aéroport, il y a quelqu'un qui vient lui arracher les passeports, un autre qui lui arrache les bagages. Ça ne donne pas un bon climat de développement touristique. Vous voyez, et encore pire, à part l'appareil photo, si on vous voit avec une caméra, vous êtes foutu. Tous les sites au Congo stratégiques. Vous voyez, tout est stratégique. Même si on vous voit sur le boulevard, même à la gare centrale, on vous arrête, voilà, vous êtes en train de filmer un site stratégique. Dans d'autres pays, au Rwanda, ça n'existe pas. On vous laisse filmer ce que vous voulez, en tout cas, à moins qu'on ait des informations suspectes sur vous. Alors, c'est comme ça que le tourisme coûte plus cher au Rwanda que chez nous. Au Rwanda, comme vous l'avez dit, c'est même $1000 aujourd'hui. C'est $1000 aujourd'hui, et par heure, pour regarder une famille de gorilles. Mais chez nous, à Virunga, c'est 770 €. Donc à peu près $400 pour voir une famille de gorilles en 1 heure. Vous voyez que, alors que tout le gorille, il y a des familles de gorilles de la République démocratique du Congo que le Rwanda utilise aujourd'hui pour faire du tourisme. Et vous allez certainement me poser la question, mais comment nos gorilles se sont retrouvés au Rwanda? Mais nos gorilles se sont retrouvés au Rwanda tout simplement parce qu'ils ont fui l'insécurité. Quand il y a eu la guerre chez nous... Même les gorilles fuient l'insécurité. Oui, ils ont fui l'insécurité. Quand il y a eu la guerre, et vous savez que la guerre, le groupe armés ont pris comme base arrière le parc. Et quand la guerre se déroule dans le parc, comme pour le moment, parce que pour le moment, il y a aussi affrontement dans le parc national de Virunga, parce qu'on est en train de pourchasser le FDLR, les autres groupes armés. Dans ces conditions-là, le gorille, comme ils ont l'instinct comme les hommes à se protéger. Et ils partent soit dans le parc national de Volcan au Rwanda, ou soit dans le parc national de Ngainga en Ouganda. Donc ils vont se cacher là-bas. Et le Rwandais, les Ougandais en profitent à ce moment-là
pour pouvoir faire du tourisme avec ça. D'ailleurs, il y a même une famille de gorilles de la République démocratique du Congo qui est au Rwanda depuis 10 ans et qui a refusé de rentrer au Congo. Les gorilles refusent. Oui, ils sont là sans identité. Oui, il a refusé de rentrer. Et là, on l'a identifié, on l'a dit, voilà. Ce sont des sans-papiers, il faut les ramener ici. Non, ce sont des réfugiés. Ils sont décidés. On a tout fait pour qu'ils rentrent. Ils sont refusés de rentrer. Donc cette famille-là reste là et risque encore de rester pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est là où la République démocratique du Congo devra négocier sérieusement avec l'État rwandais pour que le recette du tourisme soit partagé avec la République démocratique du Congo parce que ce sont nos animaux. Et là, ce sont les gorilles. Il y a aussi d'autres animaux. Il y a d'autres animaux aussi. Alors, je vais vous garder parce que vous avez certainement beaucoup de connaissances autour ce qui concerne des parcs. Nous avons le parc Salonga. Il paraîtrait qu'on avait découvert l'anaconda là-bas. On ne sait pas si c'était vrai ou faux. On avait plutôt dit, c'était, je crois, Wildlife Conservation, qui parlait d'un serpent qui aurait 17 mètres. Alors, dans ces pays, on ne fait que découvrir de choses merveilleuses. Je vais vous dire que la nouvelle espèce de singe qu'on a au monde, qu'on vient de découvrir, c'est dans le futur parc de Lomami, les Lessula. Les Lessula que vous connaissez. On ne parle plus de bonobo, mais non, ce sont les Lessula. Ça dit quand on fait encore des recherches, davantage de recherches, on découvrira encore beaucoup d'autres choses. Voilà. Mais il faut que la politique congolaise s'investisse pour qu'on profite effectivement de toutes ces potentialités. Voilà, alors, docteur, c'est vrai, vous avez entendu toutes ces révélations faites par Dieudonné Sidia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'environnement congolais, pour que les tourismes congolais soient à la hauteur, bien évidemment, de développer ce pays? Il faudrait que les dirigeants congolais comprennent que l'environnement, le tourisme peut largement contribuer à la recette pour pouvoir gonfler notre budget national et ainsi aider la population congolaise à faire face aux défis les plus immédiats. Vous savez, il y a le Mahatma Gandhi qui disait une fois que l'on reconnaît la grandeur d'une nation dans la manière dont elle traite les animaux et ses arbres. Donc une nation aujourd'hui en plein 21e siècle, qui ne comprend pas que le 21e siècle est un siècle écologique, est un siècle vert, ne peut pas prétendre devenir émergent. Il faudrait élaborer, au-delà de la loi cadre sur l'environnement, que les dirigeants congolais fassent de l'écologie et de l'environnement toute une politique. Et qu'au niveau de la population, que l'on puisse aussi aider la population à acquérir cette culture. Parce que lorsque nous parlons du Kenya aujourd'hui, au-delà de la politique élaborée par le gouvernement, même le peuple kenyan, lorsque vous le côtoyez, le peuple kenyan est conscient de combien lui-même doit servir de premier agent du tourisme dans son pays pour pouvoir attirer plus de visiteurs. Et ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire. Généralement, lorsque nous parlons du Congo, nous-mêmes Congolais, nous vendons une très mauvaise image, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, ce qui empêche aux étrangers de venir ici. Alors, quand on a la même question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on capitalise et qu'on mette à profit le savoir qu'on vient de développer des données et que les peuples congolais s'approprient ce savoir parce que les dirigeants congolais ont failli à ces missions. Aujourd'hui, c'est le temps et c'est l'occasion que les peuples se prennent en charge, influent sur les décisions politiques. Voilà. Alors, Dieudonné Sidia, on va terminer avec vous. Parlons de zoo, de l'organisation des jardins botaniques et bien évidemment de certains parcs que nous avons. Le jardin botanique d'Eyala, que vous connaissez certainement, est le deuxième jardin d'Afrique. Mais pourtant, il est dans une situation de précarité très avancée. On n'a pas de touristes, ils ne vont pas là-bas, ça ne fait pas la promotion. Et ici, prenons le zoo de Kinshasa, où il n'y a pas un éléphant, alors que ces pachydermes meurent comme de petites mouches. Finalement, qu'est-ce qui se passe et comment faire pour relever un peu la politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, globale de l'environnement? Oui, vous venez de parler du jardin d'Eyala dans la province de l'Équateur. Il faut dire que la situation de la province de l'Équateur est de plus en plus difficile dans tous les domaines. Dans tous les domaines, à tel point que aucune réalisation n'est possible à ce niveau ici. C'est très difficile. Et je vais vous dire que le jardin d'Eyala avait bénéficié d'un financement de réhabilitation, mais ce financement avait été détourné, malheureusement. Détourné. Et moi, je sais ce que je suis en train de dire. Vous voyez, dans ces conditions-là, c'est difficile qu'on puisse avoir un jardin, un grand jardin qui peut faire notre fierté et attirer le touriste à visiter. 10 000 espèces
Voilà. 7000 espèces du Congo, 3000 espèces importées, mais malheureusement. Malheureusement. Et vous avez parlé du jardin botanique et zoologique de Kinshasa. Vous voyez, regardez l'état dans lequel se trouvent ces deux jardins. Au jardin botanique, nous nous étions battus sur ce plateau, ici à la RTGA, pour mettre hors d'état de nuire un Libanais qui s'était amusé parce qu'il a des millions de dollars dans sa poche, et non seulement des millions de dollars dans sa poche, mais il avait aussi les autorités dans sa poche. Et il a eu toutes les autorisations pour construire des magasins dans le jardin. Est-ce qu'un milliardaire congolais peut aller à Beyrouth aujourd'hui et dire, voilà, comme je suis milliardaire, vous les autorités libanaises, je vous mets dans ma poche, vous allez bouffer ces milliards, mais seulement autorisez-moi à construire des magasins dans le jardin de Beyrouth. On va lui couper la tête le lendemain. Si l'eau sortit, c'est mal l'idée. Mais chez nous, ça a été possible. Il a même construit, il a fait des bétons armés, il a même coupé des arbres historiques de ces jardins, et aujourd'hui, on a du mal à remplacer. Nous nous sommes battus contre vent et marée, sous menace, et heureusement que le chef de l'État s'est réveillé, et le chef de l'État a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a décidé la destruction de ce qui s'est passé là-bas. Mais par contre, de l'autre côté, au jardin zoologique, je vous dis, le combat reste encore à mener. Et on va le trouver certainement dans vos émissions. Je l'espère. Merci beaucoup, Sylvia Dieudonné, d'être passé. Mesdames et messieurs, nous continuons, et ça sera tout de suite après. Merci. Carrefour spécial 30 juin, mesdames et messieurs. Dans peu de temps, nous allons nous rendre à Matadi, où, je l'ai dit tout au long de l'émission, le chef de l'État se trouve sur place et on n'attend plus que lui pour que la cérémonie, bien évidemment, prenne son ampleur comme il faut. Et vous êtes en train de voir les images en direct, bien évidemment. Les officiels sont déjà là, toutes les autorités que vous connaissez sont là, militaires, civils, politiques, les acteurs de la société civile, et tous sont là. Il ne manque que le président de la République qui est en train de s'approcher, bien évidemment. Il sera là tantôt pour que les choses puissent très bien se passer. Mesdames et messieurs, je rappelle que 55 ans d'indépendance, aujourd'hui nous faisons quand même les bilans et nous essayons après de projeter ce qui va se passer dans l'avenir. Tout à l'heure, je reçois Maître Oscar Malamba, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est avec nous, nous allons parler, il va nous expliquer c'est quoi la... Enfin, 55 ans qu'est devenue la justice congolaise, et ça sera tout de suite, je le reçois déjà. Donc bienvenue Maître Oscar Malamba. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bonne fête de l'indépendance. Ah, je vous remercie. Prenez place. Alors, Maître Oscar, c'est vrai, vous êtes avocat, et bien vous êtes pratiquant de droit. Comment vous qu'est-ce que ça vous inspire, la justice congolaise 55 ans après? Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation et bonne fête de l'indépendance à tous les Quinois et Quinoises. La question de la justice congolaise 55 ans après, c'est une question difficile parce que mes prédécesseurs, je les ai suivis avec attention, ont eu à décrier l'état de la nation dans différents secteurs de notre pays. Alors quant à la justice, j'ai une réponse peut-être mitigée. La justice n'a pas du tout évolué dans notre pays parce que c'est une... Je vais répéter les phrases de mes prédécesseurs qui parlaient de l'environnement. Il s'agit d'une politique nationale. Alors, dans ces domaines-là de justice, vous vous rendrez compte que nous avons des lois héritées de Belges. Je vous donnerai l'exemple du code pénal congolais. Le code qui date de 1940 quelque. Donc, la justice est en train de patauger. Dernièrement, il y a eu les états généraux de la justice qui n'ont rien fourni. Il n'y a eu que c'est pas moi, de pleurs, de magistrats qui disent qu'ils ne sont pas bien payés. Voilà pourquoi ils veulent justifier leur forfait. En ces domaines-là, ils disent que si on nous mettait dans de bonnes conditions, et on allait rendre une meilleure justice. Donc, monsieur le journaliste, la justice congolaise... La réponse est mitigée. Mitigée. Je pense que pour les petits peuples, il y en a qui vont même plus loin pour dire qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Il n'y a pas de justice. Alors, quand Abilinga dit, qu'est-ce que justifie le fait que
la loi fondamentale, qui était la loi, je dirais fondamentale bien évidemment, elle a été élaborée sans le noir le 18 mai 1960, alors que nous, on a été indépendants le 30 juin 1960. Est-ce que c'est sérieux d'avoir une ancienne loi pour une nouvelle république? Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux et c'est le lieu de le souligner. Mais toutefois, je vous ai dit, faisons aujourd'hui l'état des lieux de la justice congolaise. À l'époque belge, cette justice était rendue dans l'objectif du colonisateur et à ses besoins et à ses profits. Lorsque on accède à l'indépendance, ces besoins passeraient aussi à l'État. Donc, la justice devait être rendue pour les besoins de l'État. Aujourd'hui, dans la Constitution, il est bien disposé que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Quel peuple? Or, aujourd'hui, la justice est prise en otage par ceux qui ont des moyens détenus de manière illicite. Vous comprenez? Alors, cette justice, elle ne peut pas bien fonctionner dans la mesure où elle est dite par ceux qui ne connaissent pas. Alors, Maître Oscar, c'est vrai, on ne va pas rester sur la justice assez longtemps. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous puissions recadrer les tirs et redorer la belle robe de la justice congolaise? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est changer l'homme politique congolais. C'est la politique qui a pris en otage tous les secteurs de la vie humaine dans notre pays et même la justice. Alors, si on a des hommes politiques selon le cœur de Dieu, je dirais parce que je suis chrétien, selon le cœur de Dieu, on peut avoir une justice selon aussi la volonté de Dieu qui peut satisfaire le peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Oscar Malamba. C'est vrai, on va continuer autre chose. On va parler culture à présent avec Monsieur Jeannot. Monsieur Maître Oscar, c'était un plaisir d'être passé. Merci. On vous a pas pris beaucoup de temps, mais sinon le plus important, c'était de savoir que la justice, elle est vie nation, comme vous l'avez dit tantôt. Merci. Je rappelle que vous êtes candidat député provincial de Limété. Merci. Et que vous êtes l'espoir de ceux qui habitent Limété. Okay. Alors, nous allons recevoir la culture tout à l'heure pour aller plus vite. Et puis, nous allons terminer avec la jeunesse. Bonjour, Monsieur Jeannot. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, mes frères. Voilà. Et vous, la question qu'on vous pose, 55 ans après, les Congolais n'a pas toujours de films qui parlent de Lumumba, qui parlent de Kasavubu, qui parlent de Mobutu. Je ne parle pas de films tournés par des Blancs, je parle de films congolais. On n'a toujours pas de films. On n'a toujours pas de très très belles chansons. C'est vrai, l'arsenal est rempli. Mais quelles chansons? C'est quoi la politique culturelle du Congo? Merci Christian, merci. Je vous suis depuis le début avec mes amis qui sont à côté. Présentement, normalement, nous avons une politique culturelle élaborée par le professeur Bokonga Botembele. Il fut ministre de la Culture en 1973. Après, il est allé à l'UNESCO comme directeur général adjoint chargé de la culture. C'était un grand homme. La politique culturelle existe. Mais moi, quand les gens disent que nous n'avons pas de politique culturelle, je comprends qu'ils ne lisent pas. Quand vous me parlez de films, je suis un peu écœuré, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Maître disait tout à l'heure là que la chose publique est faite et gérée par des gens qui ne maîtrisent rien. C'est-à-dire, quand le maréchal Mobutu a créé le fonds de promotion culturelle, c'était pour aider la culture. Mais aujourd'hui, le fonds de promotion culturelle, c'est la poche du ministre. C'est vraiment le détournement. La poche du ministère ou du ministre? Du ministre. C'est lui qui prend l'argent et gère à sa manière. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, dans les années 66 à 75, il y a eu beaucoup de films tournés par nous-mêmes. Notamment La vie est belle, le film Papa Wemba et le reste. Non, là c'est le Gangoura et Benoît Lamy. C'était un financement belge. Mais le général Bumba Moasso, il a tourné plusieurs films. Il était militaire, collaborateur de Mobutu. Mais comme il a appris le cinéma, il a tourné. Le vieux Baloufou. Bon, c'est vrai, la liste est assez longue. Assez longue. Mais aujourd'hui, on ne finance pas la culture. Moi, j'étais collaborateur du ministre Kambale. J'ai demandé au chef de l'État
de financer un documentaire que je préparais sur le Congo à Cuba. Le chef de l'État était d'accord. Il m'a appelé, le directeur du protocole, qui est toujours là, m'a appelé pour me dire que le chef de l'État a dit que le projet de Jeannot, il m'a appelé le collaborateur de Monva. Et bon, le 280 000 $, c'est pas la mer à boire. On doit le faire pour qu'on réussisse à le faire au lieu qu'un blanc tourne ses documents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a bouffé l'argent à la présidence. L'argent était sorti. Alors, quelqu'un a pris l'argent. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la culture congolaise reprenne la hauteur? Les États-Unis, c'est pas Hollywood, Nigeria, Hollywood, Inde, Bollywood, mais Congo, finalement, c'est quoi? On doit prendre conscience, on doit capitaliser la culture, comprendre que la culture est un vecteur de la diplomatie. Nous connaissons plus les États-Unis, non pas par son arsenal militaire, mais beaucoup plus par la culture. La France s'est vendue à travers le monde grâce à sa culture. La culture est un miroir pour les États modernes. Et aujourd'hui, pour compléter ce que disait mon bien-aimé, il faudrait qu'au-delà du gouvernement, au-delà de l'acteur politique, que même les acteurs culturels eux-mêmes comprennent que la qualité de ce qu'ils vendent comme image, la qualité de ce qu'ils vendent comme œuvre d'art, va aussi avoir un incident sur notre imposition en tant qu'État dans les concerts des nations. Il faudrait élaborer une politique culturelle. Politique qui n'est pas seulement menée par les dirigeants, mais par la classe nationale tout entière. Voilà, alors, quant à Bilinga, bien que ça, mais les artistes ne vivent pas de leurs œuvres. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'occasion de le dire qu'ils doivent faire un effort pour que l'opinion artistique congolaise puisse s'imposer aux dirigeants. L'artiste peut le faire, j'ai confiance, c'est un faiseur d'opinion et il est capable, parce que lorsqu'on se confie à nos autorités ou aux officiels, quelle n'a pas été la déception continue? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, n'est-ce pas, que nous sommes à Matadi. Si vous voyez les images, les officiels sont là. On vous a dit tantôt que nous allons nous rendre tout de suite à Matadi, mais terminons avec la culture. Les images qu'on nous montre, vous êtes en train de voir certainement les militaires. Alors, monsieur Jeannot, terminons avec la culture. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Il faut que cette fois-ci, qu'il y ait un ministre qui n'est pas membre d'un parti politique. Il faut un homme de culture, tel que moi, pour diriger ce ministère. Bon vent à vous et bonne politique à vous. Je vous serre la main. Toutes les chances du monde. Notre futur ministre de la Culture. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission. Parlons jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes ont fait 55 ans plus tard? Eh bien, j'appelle sur ce plateau notre ami Mukengesha et Joyce, qui est aussi jeune. Eh bien, on va en avoir un autre. Joyce Mukengesha, je vous salue. Je rappelle que vous êtes candidat député provincial de la commune de Kinshasa. Oui, bien sûr. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Je vous remercie également et je souhaite aussi bonne fête d'indépendance à tous ceux qui nous suivent et à tous de la République démocratique du Congo. Vous étiez jeune lorsqu'on a combattu contre la colonisation. C'était des jeunes qui ont combattu contre la colonisation. Les jeunes ont combattu contre l'esclavagisme, il faut le dire. Les jeunes ont combattu contre la dictature de M. Mobutu. Et pourquoi ces jeunes n'arrivent toujours pas à changer les choses? Je vous rappelle que Sankara avait 27 ans, Kadhafi avait 27 ans, Laurent Désiré Kabila, enfin, je dirais, Joseph Kabila avait 29 ans quand il est arrivé au pouvoir. Mais la rupture est arrivée où les jeunes, vous êtes très loin de la chose publique. J'aimerais par là dire ceci. Vous avez très bien élucidé noir et blanc le parcours dont les jeunes ont pu faire preuve pour le développement et pour l'indépendance même de notre pays. Alors cela accuse suffisamment que nous jeunes, nous avons un très grand travail dont nous ne cessons d'abattre pour le développement de ces pays, mais seulement que ce sont les gens qui sont dans les affaires, dans la gestion de la chose publique, qui est à leur niveau, ne savent pas très bien assumer des choses pour permettre à ce que les efforts dont la jeunesse est en train de perpétrer puissent connaître une connotation originale. Vous êtes plutôt des applaudisseurs, des suivistes, mais vous n'êtes pas des innovateurs, alors que l'humanité se souvient rarement des imitateurs. Non, non, c'est pourquoi je dis ceci, c'est la mauvaise politique en place qui est en train de transformer beaucoup de jeunes en devenant des applaudisseurs et des suivistes. Imaginez lorsqu'on vous prive cette indépendance financière. Qu'est-ce que vous allez devenir en fait? Vous n'avez rien en poche. Aujourd'hui,
aucune personne ne peut venir pour essayer de minimiser les efforts consentis par la jeunesse pour faire avancer notre pays qui est la République démocratique du Congo. Lumumba à son temps était jeune. Et vous allez également constater, monsieur le journaliste, que s'il nous faut tout d'abord parler de la jeunesse, parlant français, nous comprendrons que c'est la période qui va de l'enfance à l'âge viril. Or, chez nous, s'il faut faire des déductions par rapport à la loi, vous constaterez qu'on parle de l'enfant lorsqu'il a encore 18 ans, au moins de 18 ans. Et partant déjà dans les 18 ans, aller jusqu'à l'âge de 65 ans, puisque c'est l'âge auquel l'homme peut être retraité. Vous comprenez? Mais vous allez constater que si vous accédez, même au niveau de ce secteur d'emploi, vous ne trouverez pas ces mêmes jeunes. Même votre ministre de la jeunesse n'est pas aussi là, n'en jeune parlons qu'il même faut. pas. Alors, cette situation-là ne peut pas remettre en cause la situation ou la nature même des jeunes que nous sommes. Si tel était le cas, peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas nous voir braver ce courage de venir sur ces plateaux et parler de la situation de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour dire que les jeunes sont disposés, les jeunes sont intelligents, ils réfléchissent, mais seulement que les gens qui sont au niveau de la politique, à leur tour, et avec également ces mêmes âges, ils ont veillé pour l'obtention de l'indépendance et la souveraineté, mais à ces jours, ils nous ont privé cette indépendance. Alors nous sommes encore dépendants d'eux, et c'est comme ça que vous constaterez qu'il y aura multiplication des dialogues, des concertations, ainsi de suite, parce que ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces mêmes figures qui ne cessent de s'accaparer de ces fauteuils. Alors comment voulez-vous voir les changements ou voir véritablement les efforts que les jeunes sont en train d'opérer pour le développement de ces pays? Vous vous rendez compte de la rage de ces jeunes? Il a totalement raison. Il parle, je crois qu'il parle de tout son cœur. Mais si j'aimerais dire, vous savez, il y a un dicton qui dit si la montagne ne vient pas vers Mahomet, c'est à Mahomet d'aller vers la montagne. Et le jeune doit éviter de tomber dans l'attentisme. Voyez-vous, le jeune doit éviter de croire qu'on lui servira quelque chose sur un plateau. Plus de 65% de la population congolaise est âgée de moins de 25 ans. Le Congo n'a pas d'avenir si ce n'est que sa jeunesse. Et l'avenir, on le construit. L'avenir, on le réfléchit, on le pense. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui est l'architecte du Congo de 2030, de 2050. Mais cette jeunesse doit prendre conscience et prendre ses responsabilités en main. Cesser de croire que l'on peut servir le Congo qu'en faisant la politique. Voilà. Cesser de croire que la manne viendra de cette classe politique que nous décrions tous. Merci. Merci beaucoup, docteur. Alors, quand Bilinga est dit, un mot sur la jeunesse et puis nous allons terminer. J'ai constaté qu'il est dans la tristesse. Il a les regrets profonds de la situation actuelle, mais il ne peut pas perdre courage. Il doit espérer, mais il n'a pas qu'à espérer, il doit se battre. Il doit être un combattant. Les jeunes qui ont fait évoluer le monde, aujourd'hui et par le passé, ils ont bravé le courage. Certes, on dépend, certes, on doit prendre le courage, on doit oser, on doit faire un parcours de combattant. Merci beaucoup. Moukenge Chai, je rappelle que vous êtes député, votre candidat député. Dites-nous un mot, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre rêve le plus profond de la jeunesse congolaise? Et on va s'arrêter avec vous. Nous voulons voir cette jeunesse se transformer suffisamment et sous l'angle positif de la chose. Alors c'est en prenant des responsabilités, en rajeunissant encore sa confiance en lui-même, parce que c'est ce qui nous tue actuellement. Nous ne savons pas nous retrouver en termes de conscience. Tel que je suis, j'aimerais me présenter auprès de ce jeune-là ou de ce vieux pour leur dire même ce qui est vrai. Mais ils ne vont pas croire par le fait que nous sommes jeunes. Voilà. Je suis jeune. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce que nous disons. Même quand j'ai suivi de l'autre côté, les confrères en train de croire que nous étions tristes, nous sommes... Non, nous parlons peut-être de la jeunesse. Ce n'est pas de moi. Je parle de cette jeunesse qui fournit tant d'efforts, mais jusque-là qui ne sait pas se retrouver. Et qu'elle ne doit pas s'arrêter. C'est comme ça que vous constaterez, même dans les temps, sur le plan académique même parlant, le jeune européen bénéficie peut-être de bourses. Merci beaucoup. Pas les cas chez nous. Voilà, on nous signale que le chef de l'État est déjà sur place. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre le chef de l'État qui est en train de venir. Vous voyez le gyrophare, le cortège qui est là. Le président est, je crois, dans la voiture qui est, je crois, visible. Hein. La première voiture, vous voyez, la population, elle est attentiste, elle attend le chef de l'État et nous attendons le chef de l'État. Les médias nationaux et bien évidemment internationaux qui sont en train de couvrir cet événement. Vous êtes en train de vous rendre compte que tout est beau, tout est bien. Il s'approche pour certainement voir, assister à cette grande manifestation.
éloge de tout le parcours du chef de l'État, celui-là même qui a préféré que cette fois-ci, l'anniversaire de l'indépendance soit célébré ici au Congo central et particulièrement à Matadi. Et donc, amis téléspectateurs, pour dire ce que notre frère aîné Katen Dizol est en train de dire tout à l'heure, vous devez retenir les dates et les repères. Vous devez bien savoir que la date du 30 juin, pendant longtemps, n'était plus célébrée. Trop longtemps. Je n'ai pas envie de revenir de régime ou de noms de personnes. Mais pendant longtemps, c'était le 1er mai. Pendant longtemps, c'était le 24 novembre. Il aurait fallu Joseph Kabila Kabange pour réhabiliter la dignité de la République démocratique du Congo. La dignité d'une date historique, d'une date de vie, de liberté, une date qui donne à son Congolais toute son essence. Non seulement que nous sommes le seul à le fêter, combien sont des compatriotes à travers le monde, combien sont nos frères, nos sœurs de la diaspora qui nous suivent en ce moment, qui se savent aujourd'hui Congolais, quelles que soient leurs opinions, c'est une date qui met tout le monde d'accord. Cette date-là est historique, cette date-là nous la fêterons toujours avec respect, avec solidarité, et nous pensons qu'il en sera ainsi. Surtout que vous devez retenir que ce 55e comme 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin, le chef de l'État a bien voulu le consacrer à nos forces armées du fait des conflits et des envieurs qui ne manquent pas de bousculer la quiétude de la République démocratique du Congo. C'est fou. Aksanti Guillaume Kukuma Mengi Panji, kweli wafataji wasikilizaji wapenzi wa lugha la Swahili mumetufata kutoka mji Matadi, jimbo la Congo Central. Tutaweza kuzungumza na nini ya kwamba punda kidogo Rais Kabila ataweza kufika hapa na kupokelewa na raia pia waskari polisi, na sisi wote tunaomngoja kwa sababu ni sikukuu kubwa kabisa ya maandamano, miaka 55 tangu nchi ya Kongo ya Kidemokrasia iliweza kupata uhuru. Mnaweza kujua kwa nini tumeita jimbo hiyo ilikuwa Bakongo zamani, tumeita leo Congo Central. Na kama vile Jima Tunda amenijulisha kwamba umejua ne Congo kweli mbele, wengine wakipatikana huko ngambo ya Congo Brazzaville na wengine wakipatikana ngambo hii zingine za Angola, na wao wamepatikana katikati, na katikati kweli imeita Central ama Centre kwa lugha ya Kifaransa, na hivyo wametamani wapashe kuwaita wane Congo jimbo lao iwe Congo Central. Tunaweza kujua Congo Central ina kweli mitaa ngapi, ile tumeita kwa Kifaransa territoire, na tutamjulisha kwamba tuna Chela, Lukula, Mwanda, Sekebanza, Luozi, Songololo, Mbanza Ngungu, Kasangulu, Madimba na Kimvula. Kimvula ni ngambo inapatikana huko upande wa Angola, na Lukula pia Mwanda imepatikana huko pembeni ya Congo Brazzaville. Na hivyo basi tumeita jimbo hiyo zamani tulikuwa tukiita Bakongo, tumeita leo Congo Central, ni kusema wane Kongo wale wanaopatikana katikati. Tutaweza vile kujua kwamba Rais Kabila mwaka wa 2013 aliweza kutia saini ama ordonnance na kuweza kupatia miji zingine za jimbo la Congo Central iwe miji kubwa. Na mulijua basi kisha kuwa na mji kuwa ya Matadi, tuna Boma, na tuna vile Inkisi, tuna Kasangulu, tuna Lukula, tuna mji kama vile Mbanza Ngungu, tuna mji kama vile Mwanda, Chela, na Kimvula na Lukula. Tuna miji kubwa imeenea hata kupita 10. Na kweli umejua siku tulizopata uhuru wa nchi ya Kongo ya Demokrasia ilikuwa huko kunako Palais de la Nation, na fasi ilikuwa mbele fasi ya mkutano mkubwa ya wateule wa Jamhuri ya nchi ya Kongo ya Demokrasia, wale tumeita wa député ama zamani walikuwa kwaitwa commissaire du peuple. Na huko bwana Roi Baudouin ama mfalme Baudouin aliweza kupokelewa huko, na aliweza kutoa ripoti ya kujulisha namna gani waliweza kutumika nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na Mbuta Kasavubu aliweza kutoa ripoti yake na kupiga asante kwa wale wote waliweza kutumika kwa majengo ya nchi yetu na kutusaidia tupate uhuru.
na bwana Emery Patrice Lumumba, waziri wa kwanza wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, naye aliweza kutoa ripoti na kupiga shukrani kwa wakongomani wote na kujulisha kwamba waliweza kufanya kazi ya kuonekana na waliweza kuomba ya kwamba ni vizuri wapate